pouvais te présenter brièvement, comment est-ce que tu ferais ça? Ben écoute, Éric Bordelot, je suis chercheur en ce moment à l'Université Nova à Lisbonne, en cinéma et philosophie. Puis j'aime bien me décrire comme fugitive planner, qui est directement inspiré de The Undercommons, hein, qui est Undercommons, Black Studies and Fugitive Planning. Puis ça me plaît bien, cette idée-là de planner, qui est un peu comme stratégiste, disons, tu sais, avec un œil sur le futur ou les enjeux contemporains. Donc, justement, par rapport à cet enjeu stratégique-là, moi, c'est ça qui m'avait aussi beaucoup frappé dans ton parcours, qui est assez unique et un peu qu'on pouvait pas vraiment le prévoir, comme que toi, tu me parlais. La question que j'avais au départ, juste pour commencer notre discussion, c'est quel événement dans ton passé t'a mené à une certaine forme de politisation? Si je replonge avant d'être politisé, j'étais pas politisé particulièrement jusqu'à une certaine rencontre. Donc, ce qui peut-être, j'ai fait une maîtrise à l'UQAR, à Rimouski, en psychosociologie. Je devais faire une maîtrise en philosophie sur l'idée de communauté. Puis finalement, j'ai décidé de faire une maîtrise en psychosociologie dans une communauté thérapeutique. Fait que là, ça a été un moment important dans ma vie parce que, plutôt que de théoriser sur la question de la communauté, j'ai participé à un groupe très, très vivant. Puis ma maîtrise, elle était particulière parce que d'un côté, je suis allé à Rimouski pour être initié à une technique de thérapie manuelle qui s'appelle la fasciathérapie, qui est une espèce de dérivé de l'ostéopathie. Puis, en même temps, j'étais en mode un peu sous-marin, anthropologique, ethnographique, dans une communauté thérapeutique où, tu sais, s'exprimer, ça fait du bien, puis toute une espèce un travail de subjectivation thérapeutique que moi, je considérais comme étant très symptomatique puis problématique, mais sans nécessairement le concevoir comme quelque chose de politique à l'époque. Et j'étais sensible au fait que quand les gens commençaient à parler d'eux-mêmes sur un mode thérapeutique, ils s'isolaient, relativement parlant, puis perdaient leur capacité à la fête, pour le dire rapidement. Fait que cette espèce de manière-là de se thérapeutiser, déjà au début des années 2000, c'était déjà très, très présent. Puis j'y étais sensible. Fait que j'ai fait un travail critique, là, disons, mais aussi ethnographique, qui s'est intitulé « Que taire? Expression de soi et éthopoétique ». Puis c'est inspiré par ma rencontre à l'époque avec l'herméneutique de Gadamer puis Heidegger, d'une part, puis de l'autre, ma rencontre avec la pensée chinoise. Puis dans les deux cas, j'allais chercher des ressources pour parler du sujet. Je lisais aussi beaucoup Foucault à l'époque, en particulier l'herméneutique du sujet, son cours de 1982. Fait que j'étais outillé théoriquement pour problématiser un peu ce que moi j'éprouvais comme une sursubjectivation, là, ou une espèce d'enfermement dans les manières de parler thérapeutiques. Fait que ça, c'était le cadre. Puis éventuellement, moi j'ai fait ma dernière année de bac en Erasmus à Grenade, puis à cette époque-là en Espagne, puis il y avait un événement spécial à Barcelone, c'était en 2099. C'était l'action directe comme forme d'art, comme forme des beaux-arts. Puis c'était au MACBA à Barcelone. Puis là-bas, j'ai rencontré Espai en Blanc, qui est un collectif anarchiste extraordinaire, qui était à l'époque fondé, mené par Santiago López Petit, puis sa compagne, Marina Garcés, puis tout un groupe de joyeux lurons, là, donc, longue histoire courte, quand j'ai commencé à écrire mon introduction de maîtrise, j'ai repensé à cette rencontre-là avec Espai en Blanc. J'ai inclus Santiago López Petit dans mon introduction, mais c'était vraiment comme ça, en passant. Puis quand j'ai eu terminé ma thèse, mon mémoire, je l'ai envoyé à Barcelone. Je l'ai envoyé à Espai en Blanc. Puis ensuite de ça, moi, j'étais à l'époque, ma conjointe, elle était italienne, fait que je passais beaucoup de temps en Italie. Puis j'hésitais, je me demandais où est-ce que j'allais continuer mon doc, puis peut-être que j'allais continuer à Barcelone. Puis quand je suis arrivé à Barcelone, tout le monde avait lu tout Espai en Blanc avait lu ma maîtrise, puis il était flabbergasté, il trouvait donc que c'était sa coche. Puis là, moi,
En contrepartie, j'ai compris que ce que je faisais était politique. Puis à travers eux, il y a comme une accélération. Ce que je considérais comme étant éthique, existentielle, c'est doublé d'une dimension politique. Puis j'ai commencé à comprendre peut-être un petit peu plus le background historique là, qui précède la surindividualisation à travers le discours du thérapeutique. Fait que ça a été une rencontre absolument déterminante là, avec Espayan Blanc. Puis ça, c'était juste avant de commencer mon doc. Puis justement, cette rencontre-là, je me dis, ça a un peu structuré ta pensée à ce moment-là, ta potisation aussi. Puis après ça, t'es poursuivi au doctorat, mais t'es revenu à Montréal à ce moment-là. T'as fait ton doctorat à l'UDM, je crois, avec Brian Massoumi. Ouais, je voulais savoir, c'est cette relation-là avec Brian Massoumi, qui est aussi le traducteur des travaux de Deleuze et Guattari pour le Mille Plateaux. Je veux savoir comment se construit cette relation-là avec Brian Massoumi, puis le lien qui se crée avec Espayan Blanc. Ça n'a pas commencé avec Brian. Brian est venu à ma rescousse parce que ce qui s'est passé, moi, à la fin de ma maîtrise, c'est ça, j'hésitais entre faire mon doctorat à Barcelone. J'ai vraiment pensé sérieusement avec Lopez Petit. Puis finalement, comme je voulais travailler sur... il y a une chose qui est arrivée, c'est que j'ai vu un film de Jia Zhangke, qui est un cinéaste de la 6e génération, qui s'appelle The World. Puis ensuite, je suis allé en Chine. Moi, j'ai toujours eu une espèce d'idée. J'ai fait mon bac en anthropologie puis en philo. Il y a toujours eu une dimension anthropologique dans mon travail d'ethnographie, de terrain. Puis, je suis allé en Chine juste après avoir vu The World. Puis j'en revenais pas à quel point The World saisissait quelque chose de l'époque, le zeitgeist de la Chine. Là, on est en 2005 à peu près. Tu sais, avant les Jeux olympiques de 2008, là, c'est vraiment un moment où la Chine est en essor fulgurant. Puis, à partir de là, je me suis dit, ça va être plus facile de faire un doctorat avec des terrains en Chine à partir de Montréal qu'à partir de Barcelone. Fait que j'ai décidé de m'installer à Montréal. J'ai choisi le département de littérature comparée. Je voulais pas faire ma thèse en anthropologie parce que je voulais pas être pris avec les comités éthiques puis une prétention de scientificité. J'avais quand même envie de travailler avec des formes artistiques. Puis c'est ça, mais tu sais, mon parcours est très intuitif, hein. Fait que je vais là où j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Puis dans ce cas-ci, je voulais comprendre à travers le cinéma chinois, qu'en est-il de la mondialisation en Chine, puis tu sais, de l'hypercapitalisme en Chine. Fait que c'est passé par le cinéma, puis c'est passé à travers le département de littérature comparée. Puis j'ai choisi comme directrice Tonglin Lu, qui est une spécialiste du cinéma chinois. Super. Puis là, ben, tout allait bien. Moi, j'allais passer mes étés en Chine. Ben c'est ça, je faisais des terrains de recherche parce qu'il fallait être en Chine pour découvrir les films qui restaient un peu undercover, qui circulaient pas nécessairement beaucoup. Puis à un moment donné, là, j'étais dans ma période d'examen de synthèse puis tout ça. Puis là, ma directrice me forçait un peu à rendre des comptes sur le plan de mon identité, tu sais, un jeune blanc-bec qui parle de Chine. Tu sais, même à l'époque, la question du identity politics se posait, tu sais. Puis j'aimais pas la manière dont elle voulait que je rende des comptes sur ma situation. C'est-à-dire, je comprends le problème interculturel, je comprends que c'est pas n'importe qui puisse parler de n'importe quoi, hein. Donc, il y a un extrême soin, là, ici, mais je trouvais que son approche théorique est un peu limitée. Fait que là, en désespoir de cause, on m'a conseillé d'aller chercher Brian Massoumi comme co-directeur. Puis à partir de là, ben ça a comme un peu, ça s'est vraiment enclenché pour le restant de mes jours, là. Dans le sens où moi, j'étais déjà en train de développer une approche post-critique, deleuzienne, des questions de devenir, puis des questions culturelles là, ou interculturelles. Fait qu'avec Brian, là, ça fonctionnait parce que j'étais pas obligé de m'excuser pendant 50 pages d'être un blanc-bec québécois qui a rien à voir avec la Chine, en fait, tu sais. Puis à partir de là, constituer mes points de rencontre, puis théoriser qu'est-ce qu'une rencontre interculturelle signifie, tu sais, puis prendre la question au sérieux, mais vraiment au sérieux. C'est-à-dire d'être au fait de ce qui se passe dans la rencontre, quoi. Puis justement, dans cette espèce de cartographie-là institutionnelle où tu te retrouves peut-être difficilement dans un secteur précis, comme un parcours un peu interdisciplinaire qui se crée, c'est quoi ta relation à l'institution académique aujourd'hui par rapport au parcours que tu as eu? Tu m'avais déjà parlé que tu étais un peu plus perspective de outsider, tu te décris comme un fugitive planner.
qui est aussi dans le livre The Undercommons, qui crée un espèce de rapport aussi particulier à l'université, qui est de réappropriation peut-être de ces ressources. Où tu te places par rapport à l'Institut académique aujourd'hui? Moi, j'ai commencé mes études, je voulais devenir diplomate, fait que j'ai commencé mes études en relations internationales à Glendon College à Toronto. Puis rapidement, je me suis confronté aux problèmes institutionnels mondiaux, là, la Banque mondiale, le FMI, la manière dont c'est structuré. Fait que j'ai fait un pas de côté, puis j'ai recommencé en anthropologie puis en philo. Après, psychosociaux, c'est comme je disais, parce que moi, en fait, je suis des enjeux plus que des disciplines. Fait que bien mal m'en pris pour trouver une job académique steady, mais par contre, je veux dire, je regrette rien là, dans le sens que ça me permet d'être à l'affût de ce qui m'apparaît intéressant là. Comment je me situe par rapport au monde académique, tu sais, je veux dire, j'en dépends là, pour beaucoup jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Mais par contre, on sent que ça se resserre là, depuis plusieurs années. Tu sais, ça fait un moment qu'on parle de la mort de l'université, puis bon, de la transformation de son rôle dans la société. On peut peut-être en discuter plus en détail, mais bon, disons que oui, par sensibilité, par tempérament, je me retrouve un petit peu en marge des structures disciplinaires, mais en même temps, je comprends que ça soit nécessaire des disciplines. Tu sais, après, il y a les approches transdisciplinaires, il y a la recherche-création qui a émergé dans les dernières années. Je voulais savoir comment est-ce que tu conceptualises le lien justement entre art et politique dans ton travail, puis pourquoi que justement cette politisation-là que tu as créée ou que tu as co-créée avec Espaille en blanc t'a mené vers le cinéma chinois, ou t'a mené vers des intérêts qui sont plus de l'ordre des arts artistiques, l'art vidéo et tout ça. Espaille en blanc, une des choses qui thématise, c'est le malaise existentiel à notre époque. Ça, c'était quelque chose de super important pour moi, tu sais, à travers la question de la communauté puis tout. Fait que, tu sais, un bon exemple, là, je te dirais, c'est quand je faisais mon doc en Chine, à Shanghai, j'ai animé un workshop qui s'intitulait How to Disappear Completely. Puis j'ai fait écouter dans un musée d'art contemporain, le Duolun Museum, l'album de Radiohead, Kid A. Kid A, l'enfant A, tu sais, il y a déjà une question sur l'anonymat ou la désubjectivation. Puis je l'ai fait écouter à un groupe de Chinois, puis avec comme setup là, un questionnement sur le taoïsme, puis leur manière d'hériter du taoïsme dans la Chine contemporaine, puis avec l'intuition de hey, la Chine se transforme tellement vite. Il y a des, tu sais, c'est hallucinant de voir comment ça se passe là, sur place. Puis là, je me demandais un peu si puis je savais que Kid A était super populaire là-bas. Fait que je me demandais si pour eux, il y avait un point de contact entre Kid A puis le taoïsme. Ou tu sais, des formules. Le taoïsme, c'est quand même tu sais, c'est pas par hasard que dans Mille Plateaux, la référence au devenir imperceptible est introduite à travers la référence chinoise. Tu sais, fait que c'est un petit peu cette intuition-là que j'allais vérifier avec un groupe dans un musée d'art contemporain en faisant une écoute de l'album ensemble pour ensuite créer un lieu de partage, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple, tu sais, d'utilisation de l'art, mais tu sais, sans formaliser la chose, là. Puis toute l'idée pour moi, c'était de définir un itinéraire de désubjectivation. Fait que à travers la découverte de la Chine, puis découvrir la Chine à travers des expériences esthétiques, tu sais, des œuvres, créer ou être sensible à qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui se transforme en nous à la rencontre de ces œuvres-là. Fait que j'ai appelé ça des itinéraires de désubjectivation ou des passages. Fait qu'il y a un manuscrit de livre là, qui est jamais sorti, mais ça s'appelait Escape, passage chinois. Puis c'est le titre de ma thèse, en fait, Escape. Puis c'est le E est en bracket. Fait que c'est comme une ligne de fuite immanente, tu sais. C'est-à-dire que là, rendu là, avec la rencontre avec la Chine, puis Espagne en blanc, il y a l'idée d'un sentiment d'impasse. Et comme dans Kid A aussi, tu sais. Puis à partir de là, ben un peu comme dit Deleuze, là, c'est à partir du sentiment d'étranglement que une ligne de fuite se produit, tu sais. Fait que moi, ma méthodologie doctorale, c'est de rendre compte de ces processus-là. Plutôt que de préjuger des formations identitaires molaires, c'est de rester, de porter attention aux éléments qui vont entrer dans la composition d'un devenir. Le titre de ma thèse, c'est Escape, passage chinois pour la communauté qui vient.
Fait qu'il y a toujours l'idée de, avec Agamben, la communauté qui vient, un truc qui ne dépend pas juste des identités qui existent autrement, quelque chose qui nous traverse, qui nous amène à ce que Simondon appellerait le transindividuel, finalement. Mm-hmm. Puis ben, juste avant de revenir disons, à l'idée de communauté ou au transindividuel, moi, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est comment cette conceptualisation-là d'un processus de désubjectivation à travers l'art, ça a évolué à travers ton propre parcours au moment où tu faisais tous ces travaux-là, parce que tu as ce rapport interculturel-là qui te change aussi. Est-ce que, disons, cette forme de méthodologie-là, de la rencontre, du rapport transindividuel et de la désubjectivation avec l'autre, s'est modifiée à travers le temps, ou tu as gardé cette espèce d'éthos-là de connectivité, d'éléments éparses, genre que tu essaies de rassembler pour débloquer quelque chose, de l'amener ailleurs? Ça s'est raffiné, mais l'éthos reste vraiment similaire, dans le sens que moi, j'ai quand même un côté un peu, anti-philosophique, là, au sens où, j'adore la théorie, là, c'est pas la question, mais pour moi, c'est pas une fin en soi théorisée. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut que ça transforme nos perceptions, il faut que ça agisse d'une certaine façon dans le monde. Ça, il y a peut-être une dimension un peu, québécoise, au sens où moi, je viens pas d'un milieu particulièrement intellectuel. Puis pour survivre dans une cour d'école, c'est mieux de pas avoir l'air trop intellectuel, tu sais. Fait qu'il y a comme un endroit, un espèce de soft spot là où j'aime la pensée, mais la pensée, elle se trouve pas juste à l'université ou dans les discours intellectuels, même au contraire, tu sais. La pensée, elle se passe à plein d'autres endroits. Puis ça, c'est comme toujours, ça c'est quasiment un fond incrusté là. Après, ben c'est sûr que là, ça vient s'exprimer de plein de façons. J'ai toujours eu une espèce de curiosité pour le monde, là, tu sais. En littérature comparée, tu peux pas rentrer dans le département si tu parles pas au moins 3 langues. Tu sais, il y a l'idée qu'il faut s'exposer à l'altérité culturelle, tu sais, pour traiter de questions culturelles. Donc, quand je découvrais la pensée chinoise antique, là, avant de découvrir la Chine contemporaine, on découvre rapidement que la langue chinoise, c'est vraiment une langue parfaite pour penser le transindividuel. Ça, c'est fascinant, tu sais. C'est d'autres choix ontologiques qui ont été faits. Fait que c'est plus facile de penser l'être avec ou l'entre-deux, l'interstice en chinois que dans les langues occidentales. Même Nietzsche en parlait un peu de ça à l'époque. Tu sais, il y a des éléments comme ça où tu te dis à un moment donné, hey, on devrait quand même porter un petit peu plus attention à pas simplement glorifier la tradition occidentale, les Grecs et tout, puis aller voir un peu d'autres ressources. Puis là-dessus, c'est François Julien qui a été une rencontre fondamentale pour moi, pour me donner envie d'apprendre le chinois puis d'aller passer du temps là-bas. Puis justement, dans cette idée-là de la communauté que tu viens travailler avec cette perspective-là transindividuelle, c'est quoi, toi, la problématique que tu essaies de cerner principalement dans l'idée de communauté? Tu as écrit un livre qui s'appelle Comment sauver le commun du communisme. Ce livre-là, est-ce que c'était une partie de ta thèse que tu avais mis en livre? Puis dans ce livre-là, qu'est-ce que tu essaies de sauver dans le commun? C'est le livre, il est basé sur un chapitre de ma thèse. Puis dans ce chapitre-là, je rendais compte de la modernisation de la subjectivité chinoise après l'arrivée du maoïsme, après l'arrivée du communisme. Qu'est-ce que le communisme a fait en Chine à partir de 1949, puis qu'est-ce qui s'est accéléré? Tu sais, j'essaie de comprendre un peu la révolution culturelle. De 1966 à 1978, il n'y a aucun film qui a été produit en Chine. Parce que l'idée, c'était de se clairer des influences du passé, puis générer ce qu'eux appelaient l'homme nouveau. Fait que, tu sais, dans le communisme ou dans le socialisme réellement existant, il y a un projet esthétique de transformation de la subjectivité. Fait que c'est-à-dire, tu peux pas parler du cinéma chinois si tu comprends pas minimalement l'histoire chinoise au moins du 20e siècle, tu sais. Fait que, à la base, c'était ça. Puis en même temps, en commençant à, tu sais, un peu une réflexion un peu toute basique, là, que dans le communisme, ben il y a commun, tu sais. Puis, et que le communisme à la maoïste me faisait pas envie, et pourtant, je comprenais bien que ça avait été nécessaire pour combattre les forces impérialistes à l'époque, mais j'essayais de comprendre un peu qu'est-ce qui s'était joué à cette époque-là, puis toujours avec l'idée de, OK, nous, on est à une époque où
on est aux prises avec le néolibéralisme, puis il y a un désir de renouer avec le commun. Tu sais, le communisme, là, entendu un peu plus traditionnellement, ça implique beaucoup de volontarisme. Tu sais, un volontarisme révolutionnaire de transformation de la société. Puis moi, j'avais plus d'affinité, encore là en mode un peu chinois, deleuzien, avec l'idée de résonance. Puis dans le livre, je stage c'est-à-dire il y a eu un grand conflit entre Merleau-Ponty puis Sartre à un moment donné, où Sartre, qui éventuellement va inspirer Peter Hallward puis Alain Badiou, est vraiment survolontariste. Puis Sartre, il y a un moment donné où il bifurque, puis il dit, il y a de quoi qui va pas dans ta conception du sensible. Puis lui, il commence à explorer la passivité, puis la chair, tu sais. Puis, fait que je stage un peu ce moment-là avant de moi, dans le dernier chapitre du livre, rentrer dans ce que j'appelle le commun sensible, la résonance et autre chose obscure et animée. Fait que vraiment, l'idée que le commun, ça n'existe pas nécessairement dans le clair et distinct de la conscience. Ça existe dans les corps, ça existe dans les relations. Puis commencer à porter plus attention à cette dimension-là, tu sais. Fait que c'est ça, je parle d'un commun de la résonance plutôt qu'un communisme de la volonté. Qu'est-ce qu'on le décrirait de nos jours plus en termes de vibe, tu sais. Je m'intéressais à la vibe du commun, puis comment ça s'entretient, ça, tu sais. Puis j'ai commencé à vraiment porter attention à des expériences style quand tu joues au hockey ou au soccer, dans des sports, il y a un moment donné où tu rentres dans une zone où les choses deviennent, tu sais, c'est un espace lisse. Tu sais, puis tu réalises des choses que tu n'aurais pas cru capable de faire, tu sais. On ne sait pas ce dont un corps est capable, tu sais. Et il y a du commun là-dedans, tu sais. Il y a des puissances communes. Fait que, où je termine le livre, tu sais, le livre, il faut quasiment le lire de la fin vers le début, parce que je termine avec une anecdote de philosophie pour enfants, où j'animais des ateliers de philo pour enfants, puis à la fin de l'atelier, la prof demande, les jeunes, il y avait 10 ans, là, c'est des enfants de 4e année de l'école Sainte-Patrie, Petite Patrie. Il y a un petit garçon qui lève la main et dit « La philosophie, c'est se concentrer. » Là, la petite fille juste à côté de lui, elle dit « ensemble », mais elle sait que c'est pas le mot juste, puis il y a quelqu'un d'autre qui complète « mutuellement ». Tu sais, la philosophie, c'est se concentrer ensemble, mutuellement. Ça, c'est des kids qui disent ça après avoir fait l'expérience de ce que ça peut être la philosophie. Tu sais, pour moi, c'est ça, le commun. Il a fait une passe à la palette. Il a fait, là, tu sais, c'est on-timer, ouais. Là. Moi, j'en parle depuis lors, là, ça fait quasiment 20 ans, tu sais. Mais c'est des trucs comme ça, tu sais, porter attention à ces éléments-là, les valoriser, plutôt que de tout le temps subsumer dans le isme, tu sais, qui va donner une puissance conceptuelle, d'abstraction. Mais des fois, il faut être sensible à nos modes d'abstraction. Hein, c'est un peu là où c'est là où je deviens un peu, anti-philosophe, au sens technique du terme. Là, c'est Badiou qui a défini l'idée d'anti-philosophe, tu sais, comme Nietzsche, Lacan, Wittgenstein, des gens qui se méfient du langage, tu sais, des gens pour qui le langage va faire obstruction souvent plutôt que d'ouvrir le Saint Graal du commun, là, tu sais. Mais je vais t'emmener peut-être ailleurs ou poursuivre cette réflexion-là, parce que là, aujourd'hui, tu travailles beaucoup sur les technologies numériques, puis on dirait que le lien, c'est là qu'il est difficile à faire entre justement tout ce rapport-là à la communauté, au commun, à la résonance affective sensible de cette, disons, micropolitique-là, affective. Comment tu t'es intéressé aux technologies numériques? C'est quoi la disjonction du parcours qui t'a amené là? Écoute, j'ai vraiment tout donné dans Comment sauver le commun du numérique, le commun du communisme. Tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est vraiment le transindividuel à fond. Il y a des amis qui trouvaient, tu sais, que c'était pas assez politique au sens traditionnel, tu sais. Mais j'étais allé aussi loin que je pouvais dans cette direction-là. Puis en même temps, il faut penser, tu sais, il y a eu la crise financière de 2008, puis il y a eu la grève étudiante de 2012, puis Occupy Wall Street, tu sais. Comment occuper une abstraction financière. Puis on s'est dit, on l'occupe en allant dans la rue. Puis à un moment donné, on voit bien que d'aller dans la rue, ça suffit pas pour combattre les abstractions de la finance, tu sais. Fait qu'il y avait toujours cet élément-là qui est déjà thématisé dans Comment sauver le commun du communisme, mais qui reste un peu en plan. Puis éventuellement, là, c'est la beauté des rencontres, là. À travers le travail de Brian Massumi, qui lui s'intéressait à l'économie. Il avait publié
en 2015, Power at the End of the Economy. Puis lui a rencontré, puis moi, rendu là, je suis chercheur au Sense Lab avec Erin Manning puis Brian. Qui est à Concordia. Qui est à Concordia, qui est désormais le Three Colleges Institute, l'Institut des trois écologies. Puis à cette époque-là, on se demandait comment financer un institut de recherche para-académique. C'est ça notre problème, tu sais. Fait que là, la question de la finance commençait à se poser, question un peu plus matérielle, institutionnelle, puis avec toujours en constat que c'est de plus en plus difficile de penser dans le cadre académique actuel pour différentes raisons. Donc, à ce moment-là, il y a eu une rencontre fabuleuse. Il y a des gens qui sont débarqués à Oka. On avait une rencontre avec le Sense Lab. C'est des gens de Economic Space Agency. Donc, Akseli Virtanen, Pekko Koskinen, on est à l'été 2016. Puis eux, Akseli, lui, a un parcours assez intéressant. Là, je peux pas rentrer trop dans les détails, mais lui, là, disons, c'est un théoricien deleuzien de la finance. Puis il avait créé un groupe qui s'appelle Robin Hood Hedge Fund Co-op. Fait que lui, à partir de la crise de 2008, il a commencé à réfléchir comment aller à la jugulaire du système financier actuel, parce que sinon, ce qui se passait dans les milieux politiques, c'est qu'on est tout le temps, on arrive toujours à frapper contre le mur de la finance, tu sais. Puis on démonise la finance, puis l'argent, puis le capital, tu sais. Puis avec tout le temps cette idée que, par le politique, on va se réapproprier de ce qui nous a été confisqué par la finance. Avec Akseli, il y a une approche un peu plus de hacking. Fait que avec Robinhood Hedge Fund Co-op, ils avaient créé un algorithme qui copiait les meilleurs traders du marché financier, puis redistribuait les prises à des projets orientés communs. Puis il y a eu beaucoup de projets en Grèce, parce qu'à l'époque, c'était l'époque où la Grèce se faisait mais complètement écrasée par l'Europe. Donc, ils finançaient des projets en Grèce. Puis moi, cet esprit-là de hacker, activiste, ça me plaisait. Puis le passage de Robinhood Hedge Fund Co-op à Economic Space Agency, c'est à cause de l'arrivée de Ethereum. Alors, la deuxième blockchain là, qui a suivi Bitcoin, avec l'idée de smart contracts, et avec l'idée qu'on peut changer les règles. Tu sais, on l'a dit tellement souvent, economy becomes a design question. Hein, l'économie devient une question de design. On peut commencer à jouer avec les règles du jeu économique, avec les règles des processus de valorisation. Hein, il y a comme un outil numérique qui nous permet de faire prise sur la finance, qui sinon nous échappe entièrement, puis de commencer à changer les règles, ou en tout cas d'imaginer pouvoir changer les règles. Fait que là, ça a été une rencontre extraordinaire. Là, ça a changé ma vie. Puis ça m'a amené, ça m'a amené pendant 2-3 ans. Je me demandais vraiment ce que j'étais en train de faire. Tu sais, moi, j'étais connu pour avoir écrit Comment sauver le commun du communisme. Puis là, soudainement, je me retrouvais à développer des manières de sauver le capital du capitalisme. Tu sais, c'était assez intense. Ça a été une période incroyable qui m'a amené à vivre à Silicon Valley. On s'est constitué comme start-up de gauche, deleuzienne. Le Three Colleges Institute m'a mandaté pour être, le Sense Lab m'a mandaté comme Free Adventurer. Fait que moi, je participais aux activités d'Economic Space Agency. On écrivait des rapports, on apprenait sur le tas, tout ce qu'il y a à apprendre. Puis on accélérait, on essayait de participer au ICO, de la grande vague des ICO de 2017, là, où il y a eu des fortunes qui se sont constituées. Fait que nous, on était aux premières loges, on avait un angel investor, on avait du budget, on était en première ligne. Là, tu sais. Ce processus-là t'a mené à conceptualiser l'idée de cosmofinance, dont tu as fait un numéro là-dessus. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette idée-là de cosmofinance? Puis sinon, je vais faire du pouce aussi sur un autre terme que tu utilises que je trouve intéressant, qui est le Staatskunst, je crois, qui est l'art de gouverner, mais qui est aussi toute une réflexion par rapport à la demande de subventions, puis à aller chercher de l'argent de l'État. Comment est-ce que le lien entre l'État actuel et justement cette perspective-là de décentralisation du Web3 par la blockchain, comment il y a un lien qui se crée? Puis est-ce que le but éventuel, spéculativement, c'est que ce lien-là se brise ou de le conserver pour créer un rapport un peu de conversation, de relation avec l'État? Donc, la première question, avant de rentrer dans le Staatskunst, il y a l'idée de cosmofinance. Essentiellement, le diagnostic, tu sais, on essaie de développer des moyens technologiques pour développer des modes de valorisation pluriels. On reprend texto la thèse de Guattari que le problème avec le capitalisme, c'est la mise en équivalence généralisée. Fait que là, on se dit, si on est capable de créer
une espèce de fenêtre temporelle, c'est d'ouvrir du temps, un peu comme dans l'économie du don, où on se donne la possibilité de valoriser autrement nos rapports économiques, hein, d'ouvrir une pluralité de modes de valorisation avec une pluralité de monétisation. On commence à désoccuper de l'intérieur le monde 1 du capital. Fait que, tu sais, c'est un peu fight fire with fire, là. On rentre dans le jeu de monétisation, mais pas juste, tu sais, c'est de sémiotisation. La finance, c'est une game de sémiotisation. C'est des signes, la finance. Hein. L'argent, on le sait, là, ça existe pas vraiment. Ça existe, mais ça existe seulement parce que ça continue de rouler. C'est the show must go on. À partir du moment où la finance s'arrête, tout s'écroule, tu sais. C'est pour ça que c'est toujours en train de se renouveler. Fait que, tu sais, on a commencé, c'est ça, à réfléchir à des modes de pluralisation de nos modes de valorisation avec des outils de la Web3, là, de blockchain. Fait que ça, c'était d'une part. On travaillait avec Robert Meister, qui est un théoricien marxiste de la finance extraordinaire. Lui, c'était notre parrain. C'est lui qui nous hébergeait. Lui, il était à Santa Cruz. Il y avait Dick Bryan, qui est aussi un théoricien un théoricien marxiste de la finance qui a théorisé les produits dérivés. Les formes les plus abstraites du capital contemporain, c'est à partir de là qu'on essayait de les subvertir, de se les réapproprier, to reclaim the means of finance. Là, tu sais, de se dire la finance, puis la prise de risque que le jeu financier suppose, de pas simplement la laisser aux big boys de Wall Street, puis dire non, il y a moyen d'aller hacker ce système-là, puis de générer des nouvelles formes de prise de risque collective. Fait que, tu sais, notre leitmotiv, c'était to risk and speculate together. Tu sais, des technologies, des outils pour apprendre à prendre des risques et spéculer ensemble. Fait que de pas laisser la prise de risque entre les mains des venture capital. Tu sais. Fait que ça c'est vraiment fondamental. Puis je pense que ça reste des idées vraiment fondamentales. Après, c'est pas évident parce qu'il y a des a priori dans les cultures politiques de gauche, tu sais, c'est vraiment, l'argent est vraiment démonisé. La question financière est démonisée. Puis là, tu commences à comprendre l'économie ou les économies libidinales critiques, académiques, la manière dont on produit des tokens de criticalité, puis que la manière dont la valeur circule dans un milieu académique critique, c'est par excès de criticalité, tu sais. Alors que moi, j'ai toujours été intéressé par les gradients ou les coefficients de rencontre, tu sais. Fait que la cosmofinance, pour moi, c'est l'occasion de mettre en œuvre une manière de penser l'échange puis la transformation mutuelle. Tu sais. Ça fait réfléchir au mode d'abstraction de la finance, puis ça fait réfléchir à nos fonds de pension, puis la manière dont toutes les sociétés modernes, contemporaines, sont suspendues dans une espèce d'éther financier, tu sais, avec une promesse sur environ 35 ans de vie active, qu'au terme de ces 35 ans-là, tu vas avoir de l'argent qui va être retourné, tu vas avoir une vie assurée. Tu sais. Cette espèce d'horizon temporel-là, il est quand même fascinant. Il est fascinant parce que c'est à ça qui tient notre société. Tu sais. Fait que là, il n'y aurait pas moyen de désinvestir ce futur-là, commencer à le rapprocher un petit peu, réintensifier le présent à travers une reprise de nos conceptions financières. Tu sais, là, c'est là où, pour moi, ça devient un jeu du transindividuel, mais plus concret, dans le sens où la vibe reste la même, mais il y a une mise en jeu qui est différente. On est dans le... Jacques Rancière, son livre « Le partage du sensible », moi, j'ai toujours interprété le titre « Le partage du sensible » au sens de l'expérience commune du sensible, mais en anglais, le partage du sensible, il est traduit par « the distribution of the sensible ». Fait que, tu sais, pour faire une espèce de vision rétrospective, mon travail qui était très dans le senti, dans la vibe, là, commence à prendre en compte la question des parts, hein, la partition des shares, tu sais, des parts dans une entreprise, d'une action. Une action, ça fait prise sur quoi, tu sais, dans une entreprise, un asset, un actif, c'est fait de quoi? Fait que là, toute la question du futur qui commence à entrer plus, de manière plus, sensible, vécue. Puis justement, dans cette distribution-là du sensible, puis des assets, puis de tout ça, ça menait justement pour moi à cette idée-là du statkunst, je pense que je le dis mal, on l'écrira, comme ça on va pouvoir le lire, là. Ouais, mais justement dans cette idée-là parce que dans l'idée de la finance, il y a cette idée-là de la prospective, puis d'une
une projection dans le futur qui est déjà préinscrite dans le présent. Fait que la perspective que je trouve intéressante que tu proposes, c'est comme d'aller hacker le futur un peu pour se réapproprier ce qui est possible d'être fait actuellement au lieu de justement avoir une démonisation du capital, des systèmes financiers, des économies numériques. Puis dans cette perspective-là du hacking du futur, c'est où la place de l'État là-dedans? Puis comment qu'on fait avec ou qu'on fait contre? Et parce que ça reste qu'il y a une grande partie des finances justement dans cette perspective-là d'une économie des heures qui vient principalement de l'État. Fait que dans ce financement-là, comment qu'on se fait financer par l'État si on se fait financer par les entreprises privées? L'argent vient d'où? Donc, la finance, c'est l'art d'amener le futur dans le présent. Ça, c'est fondamental. Là. C'est comme ça que c'est constitué. Et Yanis Varoufakis, dans L'économie expliquée à ma fille, qui dit dans le monde actuel, dans le monde capitaliste, seuls les banquiers sont autorisés à aller dans le futur puis produire des tokens puis les ramener dans le présent. Tu sais. Quand on va à la banque puis qu'on demande un prêt, l'argent préexiste pas, l'argent est créé, c'est une inscription dans un livre comptable. Tu sais. Tout ça, on le sait, mais c'est difficile de vraiment prendre la pleine mesure. Puis c'est là où, tu sais, moi, je m'intéressais à la question du croire au monde, dans le cinéma, au mode d'existence des esprits, des spectres, des dieux dans le cinéma est-asiatique. Tu sais, ça, c'était mes recherches précédentes. Puis c'est comme si je transférais ce souci-là pour le virtuel, mais je le ramenais dans quelque chose d'un peu plus... c'est une manière de comprendre mon travail actuel, c'est de décoloniser les esprits blancs de la finance. Tu sais, les esprits de la société contemporaine, c'est des esprits financiers, tu sais, essentiellement. Tu sais. Fait que, aller dans le futur, commencer à changer notre rapport au futur, ramener ça un petit peu plus dans le présent, ça, c'est vraiment les questions fondamentales qui sont super compliquées. Par rapport à Staatskunst, ça veut dire art de l'État, tu sais, statecraft, tu sais, l'art de gouverner ou, puis il y a un jeu de mots aussi, ça peut vouloir dire art étatique en allemand. Fait que t'as l'art de gouverner ou l'art de l'État, puis en même temps, t'as l'art étatique, l'art financé par l'État. Fait que Staatskunst, il y a une espèce d'ambiguïté ou d'équivoque que moi je trouve bien intéressante. Puis essentiellement, c'est que, tu sais, on peut le théoriser de plein de façons, là, mais il y a des flux de capitaux, puis il y a un catéchone étatique là, qui essaie de faire avec ou de retenir ou de canaliser. Il y a un livre qui est super intéressant par rapport à ça, c'est The Code of Capital. Tu sais, le capital existe dans des formes codifiées juridiques. C'est pas juste de l'économie libidinale à l'état pur. Là, tu sais. Il y a des formes, fait qu'il y a des règles jusqu'à un certain point. Mais là, Staatskunst fait sens pour nous dans le monde des DAO, tu sais, des Decentralized Autonomous Organization, puis avec l'idée on commence à s'organiser autrement, on écrit des règles de fonctionnement, des protocoles, on commence à poser des barèmes, pas des barèmes, mais des règles. Puis, ben, la blockchain, dans le fond, c'est une surface d'inscription, c'est du code, là, tu sais, c'est des smart contracts, c'est des manières de codifier nos rapports au monde. Puis, ben là, ça nous amène, dans le fond, avec Economic Space Agency, on théorisait la finance, tu sais, le rapport au futur et tout, mais à un moment donné, ça reste trop abstrait. Puis, moi, j'ai pris un des projets qu'on couvait à Economic Space Agency est devenu mon travail principal avec la Sphère, là, qui est une tentative de création d'un commun régénératif pour les arts vivants. C'est à partir de là que la question du Staatskunst se pose. Et là, il faut entendre vraiment toute la batterie conceptuelle de la Sphère. C'est ma manière de traduire le travail de 15 ans sur comment sauver le commun du communisme en opération de constitution d'un collectif avec des circassiens, avec des gens du cirque. Fait que Staatskunst, en tant que tel, c'est OK, comment on crée un écosystème qui nous permet de challenger les modes de financement en cours. Fait qu'il y a un côté où on reçoit 1,5 million de l'Union européenne pour produire des nouveaux modes d'organisation. Fait que c'est pour ça, là, mais là, il y a beaucoup d'humour là, dans toute la conceptualisation de la sphère. Tu sais. On parle de digital soul plutôt que de DAO, parce que justement, c'est quoi une âme? Ben, une âme, c'est un peu de mémoire du passé, tu sais, un petit peu de continuité, puis c'est un sens des possibles pour le futur. Tu sais, une âme, c'est plein de jeux conceptuels comme ça, mais réduit pour opérationnaliser, hein? Réduit pour intégrer les artistes du cirque dans une économie. Tu sais, c'est comme les faire rentrer dans un rêve, là, dans la possibilité que d'autres formes de production soient possibles.
Ouais, Justement, ça. ben, dans le projet de la sphère, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu le décrivais aussi comme un projet de recherche-création en soi, mais c'est un projet de recherche-création de financement pour les arts. Fait qu'il y a comme tout le rapport un peu méta là-dedans, où ce que le mode de financement devient une forme d'art en soi, qui va ensuite financer des formes d'art vivant ou autres, qui revient à faire une espèce de rapport régénératif, justement. Comment s'opère cette régénération-là des communs dans cette perspective-là d'une recherche-création pour les modes de financement des arts? Ben, concrètement, on s'est toujours dit, OK, on va questionner le mode de financement dans les arts. On est payé pour ça. Puis, on utilise la technologie pour transformer le rapport essentiellement entre les artistes, le public, puis amener le public à jouer un rôle de commissaire, un rôle de production, de rapprocher, en fait, de changer le rapport entre art et public. Ça, c'est l'intention de base. Écoute, c'est tellement une aventure, là. L'idée de juste, OK, là, maintenant, on va mettre les choses en commun, hein, on va mettre nos ressources en commun, puis on va décider ce qu'on fait avec, là. Tu sais, c'est vraiment la recette du suicide collectif, là. Tu sais, ça va nulle part. C'est le fun, on est plus démocratique, mais là, ça, je parle d'expérience, tu sais, c'est-à-dire, il y a un moment donné où communiser, ça peut pas juste vouloir dire mettre en commun des choses qui étaient privatisées. Il y a peut-être même une petite sagesse sur le pourquoi certaines choses sont semi-privées ou semi-cachées, puis que pas tout est communisé en même temps, tu sais. Fait que on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire. Dans le cas de la sphère, on a commencé avec une réflexion où on se disait, on va utiliser la blockchain pour protéger les droits des œuvres. Parce que le blockchain, c'est un registre d'inscription, c'est un registre comptable. Fait que son application immédiate, c'est de garder une trace, tu sais, puis dire, hey, là, cette œuvre-là, elle est protégée, elle a été inscrite dans une blockchain. Mais tu sais, rapidement, avec le milieu des arts vivants, le milieu du cirque, qu'est-ce que tu inscris au juste? Tu sais, inscris le pattern de jonglage, inscris la luminosité, l'angle, tu inscris quoi au juste? Tu sais? Fait que rapidement, on s'est dit, la meilleure manière de protéger une œuvre, puis de la faire participer à un commun, c'est pas tant de la protéger à sa source que de lui permettre d'être réitérée, hein, de créer des versions qui, elles, participent d'une nouvelle culture de production. Fait qu'on parlait de générosité spéculative. Fait qu'on a renversé, ça c'est une de nos inventions les plus simples puis en même temps les plus déterminantes. Plutôt que d'utiliser la blockchain pour protéger une œuvre passée, on va plutôt s'en servir pour offrir des possibilités d'itération future. C'est là où la lettre d'amour entre en ligne de compte, là, notre fameuse love letter, parce que là, à partir de là, on a demandé aux artistes d'anarchiver leur œuvre, c'est-à-dire de la préparer à des itérations futures, donc de pas se défendre contre une copie potentielle, mais au contraire de dire, si jamais quelqu'un voulait s'inspirer de ton œuvre, qu'est-ce que tu aimerais, comment tu aimerais que ça soit fait? Tu vois, c'est pas grand-chose, hein, mais juste ce renversement-là transforme tout, puis ramène le futur dans le présent, crée des affordances pour un autre type de collaboration, puis là, tu commences à sentir qu'il y a un mouvement. En tout cas, il y a un appel vers le futur. Il n'y a pas juste une défense contre une appropriation potentielle. Ça, c'est fondamental. Après, moi, je pense que ça, pour le coup, c'est philosophique. C'est un mode d'abstraction, c'est une manière de se rapporter à la création. Puis, de là, c'est sûr que ça crée un cercle vertueux dans le sens où la communauté de la sphère se constitue comme jury qui lit des lettres d'amour. Il y a des lettres d'amour qui sont émises par les artistes sources, puis les artistes qui sont intéressés à faire usage du budget qu'on a accumulé, eux aussi écrivent des lettres d'amour en retour. Fait que là, toute la communauté de la sphère qui est intéressée à voter sur les propositions, lit des textes qui sont plus intéressants que des demandes de subventions formalisées de certaines façons. Fait que, encore là, c'est des micro-initiatives, tu sais, c'est des petits glissements. Ça prétend pas remplacer le jury de pairs anonyme, parce que ça a sa raison d'être. Mais là, dans ce cas-ci, on se constitue comme un actif animé, là, comme j'appelle un soulful asset, qui crée ses propres modes d'appel pour le genre d'artiste qui va attirer, le genre d'artiste qui va être reçu, puis éventuellement le genre de projet qu'on va être capable de continuer de mettre en jeu dans ce mouvement. Puis là, tu vois, je fais des cercles comme ça parce que l'économie, c'est circulaire, ça tourne sur soi-même, il y a des retours sur investissement,
Puis disons que c'est là où j'en suis là dans mon délire cosmo-financier. C'est théoriser le mouvement même du tourbillon, du swirl. Ouais, mais justement, tu veux en parler de ça parce que tu en parlais justement comme le mouvement dans une piscine hors terre. Je sais pas si tu veux juste parce que c'est quand même anecdotique, mais je trouve que c'est quand même fort comme image. Ben, c'est ça dans mon mindset là, qu'à un moment donné, toutes les métaphores ou les manières d'approcher la sphère, c'est comme des réductions de 15 ans de travail sur la question du commun, tu sais, de mise en opération. Puis à un moment donné, ben c'est ça, en réfléchissant sur la question du retour sur l'investissement, puis du transindividuel, tu sais, de ce qui s'ouvre dans le rapport de financement. J'ai commencé à penser à une de mes activités favorites de jeunes garçons dans la banlieue québécoise. C'était de partir un courant dans la piscine hors terre derrière chez nous. Tu sais, qui est vraiment, à partir du moment où on est 2 ou 3, là, 3 c'est mieux. 2 c'est un peu difficile, tu sais. Mais à partir de 3 jusqu'à, tu sais, on peut jouer à beaucoup. Tu peux jouer avec ta famille, tu sais, c'est une activité de party, là, tu sais. Ben là, tu pars, tu sais, tout le monde, il y a la valeur travail, là, au début, tu sais, le premier tour, le deuxième tour, tu rushes un peu, c'est du pur travail. Puis à un moment donné, la magie opère, le courant pogne, puis là, on est dans la valeur éprouvée, tu sais. Je vais faire un saut conceptuel ici, mais moi, j'ai lu récemment Exocapitalism, tu sais, des gens du Disintegrator, Marek Polík puis Roberto Trillo. Puis eux, ils parlent de holding volatility. Tu sais, ils ont tout un discours sur la question de la valeur qui, moi, me parle énormément. Puis on pourrait dire, là, je fais un super saut quantique, mais que partir un courant dans une piscine hors terre, c'est une bonne image pour penser ce que ça veut dire holding volatility. Tu sais, faire partie ou tenir les conditions d'une valeur émergente, potentielle, puis qui peut se dissoudre, là, tu sais, qui est pas là éternellement, tu sais, comme des fois on a l'impression avec la théorie bien tu sais, orthodoxe du travail, là, de labor theory of value, là, tu sais, où tu as l'impression que parce qu'il y a du travail, il y a de la valeur, mais je m'excuse, mais la valeur à notre époque, elle vient pas nécessairement juste du travail, elle vient de plein d'autres éléments, tu sais, d'agencement écologique, là, tu sais, ça épuise pas puis ça exclut pas la validité de la théorie de la valeur traditionnelle. C'est juste qu'il faut aussi se donner les moyens de penser les formes de valeur qui tombent pas ou qui tombent pas dans la version marxiste orthodoxe, puis arrêter d'essayer de faire rentrer un carré dans un cercle, tu sais, puis de se donner la liberté de créer d'autres, de se donner un petit peu de liberté pour penser autrement les questions de valeur. Fait que c'est ça partir un courant dans une piscine hors terre, pour moi, c'est devenu une image assez cruciale de ma pensée, ouais. Tu avais parlé récemment de souveraineté numérique devient un enjeu important. Est-ce que tu peux faire un parallèle entre la souveraineté québécoise qui reprend un peu en importance en ce moment avec les jeunes, la Gen Z, tout ça, il y a comme des mouvements TikTok de vibes justement qui circulent, de résonance affective par rapport à cette volonté-là d'une souveraineté québécoise, puis une nécessité aussi d'une forme de souveraineté numérique. Puis est-ce que les deux sont paradoxales? Est-ce qu'ils vont ensemble? Comment se joue le jeu entre les deux? En 2012, quand il y a eu la grève étudiante, c'est quand même un événement vraiment fondamental pour le Québec contemporain, je dirais, là, ou en tout cas un certain Québec, là. Moi, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Épopée, puis on a fait 2 films sur la grève étudiante, un à partir de la foule, puis un avec les acteurs de la grève. Qu'est-ce qu'on voyait durant la grève étudiante de 2012? Des drapeaux rouges, des drapeaux noirs, puis des drapeaux québécois. On voyait pas de drapeau canadien. Fait que, pour essayer de prendre en compte la question de la souveraineté québécoise, c'est pas flat-footed là, sur les talons, mais en mouvement, je commencerai par dire quelque chose comme ça prend quand même un degré minimum d'appartenance pour pouvoir envisager des actions collectives de plus grande échelle. Tu sais. Fait que dans ce cas-ci, les gens qui ont participé à la grève de 2012 n'étaient pas nécessairement souverainistes, mais quand venait le temps d'exprimer une appartenance minimale, ce que le gouvernement Charest nous disait, c'est on va normaliser les frais de scolarité, on va les amener au niveau de l'Ontario. Puis les Québécois, partie prenante de l'événement, ont dit non, on va pas normaliser vers l'Ontario, on va au contraire valoriser ce qu'on a, qui est une offre pour une éducation accessible publique.
Tu sais, c'est pas grand-chose, là, ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour établir un peu les degrés d'appartenance minimum à partir duquel on peut envisager de l'action politique à plus grande échelle. Fait que ça, d'une part. Ensuite de ça, tout ce qui est Web3, blockchain, se réapproprier les moyens de la finance, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait, là, le petit milieu des DAO artistiques. Moi, jusqu'à récemment, j'étais basé à Berlin. Là, je pense, c'est important de le mentionner parce que c'est quand même là qu'il y avait une masse critique de gens prêts à se risquer dans des pratiques instituantes, là, d'usage de la technologie, pas pour de l'hypercapitalisme, mais plutôt pour affirmer des perspectives autonomistes, de groupes d'auto-organisation à une certaine échelle, et à une échelle qui potentiellement est plus grande que la pure localité géographique. C'est pour ça qu'on envisage d'utiliser la blockchain, là, c'est parce que c'est décentralisé, mais c'est Internet, là, quand même. C'est con à dire, mais fait que c'est un autonomisme qui intègre une technologie qui permet de gagner en puissance sur des échelles qui sont inconcevables juste dans la localité géographique. Fait qu'il y a toujours cet esprit autonomiste-là. Puis par rapport à la souveraineté, au renouveau de la souveraineté québécoise contemporaine, moi, là, j'habite pas au Québec depuis un certain temps. Hein. Fait que je regarde le phénomène d'un peu loin. On m'en dit des trucs, mais je peux imaginer, en tout cas, que dans un climat où, tu sais, on est allé hyper loin dans une certaine forme de politique identitaire, je peux imaginer qu'il y a des gens qui se retrouvent en se disant, ben OK, nous, on est quoi là-dedans? Comment ça s'exprime, notre appartenance collective? Puis après, ben tu sais, c'est un trajet semé d'embûches parce que d'un côté, il y a plein de formes d'autonomisme, tu sais, historiquement de gauche là au Québec, tu sais, en lien avec l'idéal de souveraineté. Mais là, ouais, ça mériterait quasiment un podcast en tant que tel parce que c'est pas juste facile. Il y a des forces clairement réactionnaires qui s'emparent de ça, mais j'ose quand même croire qu'il y a d'autres forces en jeu dans tout ça parce que ça peut pas être ça se peut pas que les forces autonomistes aient disparu de la carte d'un jour à l'autre, tu sais. Puis tu sais, il faut s'entendre parler, hein. On n'est pas français, on a notre propre histoire, on parle en français dans une mer anglophone. Il y a des trucs là-dedans dont on peut se revendiquer sans que ça retombe automatiquement dans un petit fascisme tranquille, tu sais. Mais encore là, tout dépend des alliances et de la manière dont ça se constitue, tu sais. Il y a un livre fantastique d'Ali Giroux, je sais pas, tu sais, L'œil du maître, où elle parle de la grande occasion manquée dans les années 70, où il y a l'essor nationaliste québécois, mais qui rate sa rencontre avec les souverainetés autochtones. Tu sais, il y avait la possibilité d'une alliance entre peuples mineurs qui a été ratée parce qu'à l'époque, devenir souverain, ça faisait quand même partie d'un horizon de modernisation collective, tu sais, puis s'associer avec plus faible que soi, c'était pas le bon move à leur avis, tu sais. Mais ça, c'est un épisode fondamental à réactualiser, par exemple, tu sais. Donc oui, je pense que tu es mieux placé que moi pour juger tout ça. Mais oui, moi, c'est un peu comme ça que je l'articulerais, là. Une espèce de fragmentation aussi du collectif cathodique québécois, tu sais, la nation qui s'est constituée à travers le poste de télé. Puis là, les nations, en tout cas les énergies collectives qui s'articulent à travers Internet, puis quelle forme ça prend. Mais moi, tu sais, pour suivre un peu sur ce que je disais au début, il faut aller juger sur l'intensité locale, tu sais, puis voir quel genre de rencontres sont possibles ou pas avant de pontifier là, depuis sa chaire académique que là, le Québec retombe dans son versant fasciste, Ouais. tu sais, comme c'est tellement facile de Pas de détruire produire, le truc dans l'œuf, là. Ben, il me semble, Ouais, là, ouais. il me semble. Après, j'espère que je suis pas en train de me gourer, quoi. Mais sinon, pour clore, parce que j'ai l'impression qu'on a fait un bon parallèle de ta vie au complet, là, du début à la fin. Puis là, ça nous amène à maintenant. Là, tu es à Montréal de passage. Sinon, normalement, tu résides à Lisbonne. Tu fais des passages au Brésil. Sinon, qu'est-ce qui est sur ta pensée en ce moment, dans ton passage à Montréal ou dans cette volonté de ramener le futur dans le présent? C'est quoi ton futur? Comment il s'allie avec ton présent actuel? Où s'en va ta pensée? Demain, je pars pour le Brésil de nouveau. J'ai des problèmes de visa, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui remontent à mon association avec le Comité Invisible déjà en 2008, là, à l'époque de l'insurrection qui vient. Donc je m'achemine de plus en plus
décidément vers le Brésil, où il y a des rencontres assez formidables qui ont lieu. Puis je suis très inspiré depuis quelques années par la philosophie anthropophage brésilienne. Fait que à partir, tu sais, nous on a eu notre refus global, eux ils ont eu leur manifeste anthropophage dans les années 30, qui était un peu leur équivalent du manifeste futuriste. Fait qu'ils ont, c'est super intéressant. C'est ce qui va mener éventuellement à la pensée de Viveiros de Castro, le perspectivisme amazonien en sauce Viveiros de Castro est très influencé par la philosophie anthropophage. Fait que ça, c'est des pensées qui m'intéressent beaucoup, puis avec lesquelles j'expérimente là en ce moment. Puis tu sais, la proposition cosmo-financière, c'est une proposition perspectiviste radicale, ou de perspectivisme alter-financier ou monétaire, tu sais. Fait qu'il y a toujours eu cette dimension-là, mais là, comme je suis amené à passer beaucoup de temps au Brésil, je rentre un peu plus en profondeur. Puis l'autre élément qui est super vivant en ce moment au Brésil, c'est la défense de la forêt, là, defender la floresta. Puis défendre la forêt au Brésil, ça prend différentes dimensions, là. Tu sais, le Brésil, c'est un pays tragique, dans le sens où c'est là-bas que ça se passe, l'extension des champs de cultivation de soya qui vont participer à la chaîne de valeur protéines. Tu sais, on parle de moins en moins en termes de bouffe et de plus en plus en termes d'ingestion de protéines pour produire moi je les appelle des wearables, tu sais, ton capital symbolique en forme de muscle, tu sais. Puis ça, ça vient de l'Amazonie à quelque part, dans le sens où il y a plus de valeur dans le wearable, tu sais, fourni au soya que dans la forêt ancestrale qui reste debout, tu sais. Ce qui est quand même extraordinaire. Tu sais, c'est ça le problème économique là, fondamental. Comment c'est possible que les fermiers du sertão en viennent à détruire des forêts millénaires pour produire du soya qui va entrer dans une chaîne économique à laquelle on participe directement en consommant de la viande, là, essentiellement, tu sais. Fait qu'il y a tout un mouvement de defender la floresta qui implique un changement culturel auquel, tu sais, je veux dire, c'est tout l'Occident qui est convié, là, le tournant anthropocénique, là, disons-le pour faire vite. Donc ça, d'une part, mais qui vient se poser de façon très concrète, puis avec aussi une dimension écodélique. C'est-à-dire, au Brésil, les peuples autochtones, ils sont aussi détenteurs de savoirs ancestraux qui se transmettent, entre autres, à travers l'ayahuasca. Ce qui est quand même tout un voyage, tu sais. Fait que d'intégrer une dimension écodélique dans le défendre la forêt, c'est un peu là où j'en suis. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai plus de misère qu'avant de me sortir du loop de la vrille de l'existence. Mais bon, tout ça et plus encore. Oui. Non, merci beaucoup pour cette rencontre-là. Puis merci pour ta générosité aussi d'explication de ton parcours aussi et de tous ces détails. Puis c'est ça, je te souhaite un bon retour au Brésil. Puis merci beaucoup d'avoir été là.